Il y a un thème de jeu qui est particulier quand même dans notre univers ludique, ce sont les dungeon crawlers. Alors les dungeon crawlers, de mon point de vue, hein, l'origine des dungeon crawlers, ça reste quand même dans l'ossature principale d'un dungeon crawler, le jeu de rôle Donjons et Dragons, au plus simple de ce qu'il proposait, à savoir arpenter des couloirs, découvrir des salles, ouvrir des portes, tomber sur des monstres le plus souvent, les éliminer et récupérer ce qu'ils pouvaient garder, donc des trésors souvent, et comme ça, et ainsi de suite, et partager cette aventure avec d'autres personnes, d'autres personnages dans le jeu. Et évidemment, le dungeon crawler, qui a pris vraiment cette essence même du jeu de rôle, l'a rendu... Je pense qu'on est passé sur le jeu de rôle avec l'apport des figurines, puis c'est devenu un jeu, c'est-à-dire qu'en fait, plus que le jeu de rôle, un jeu avec ses petites règles, quelque chose de plus visuel, moins d'imagination peut-être, quoique, hein, ça c'est un débat. Et on en est venu à des dungeon crawlers où on faisait la même chose, arpenter des salles, des couloirs, éliminer des monstres qu'on voyait sous forme de figurines, lancer des dés éventuellement, et récupérer des trésors. Avec ça s'associe un système d'expérience pour faire évoluer éventuellement des personnages, ou pas. Et évidemment, ce genre a évolué à travers le temps. Donc on a eu différentes... Il y a forcément des noms qui sont revenus, comme Warhammer Quest, HeroQuest, et d'autres jeux sont venus se greffer dessus. Parmi moi, ceux qui m'ont marqué, il y a la série de jeux Donjons et Dragons qui était faite, que j'ai laissé tomber, hein. Je les avais tous, je les ai revendus. Et on retrouvait 4 aspects principaux dans ces jeux, et ces 4 aspects, on les retrouve dans le jeu de rôle basique. Avoir des aventuriers, des monstres, de l'exploration et des trésors. Voilà les 4 points qu'on pourrait retrouver, qu'on retrouve je pense dans la plupart des dungeon crawlers qui vraiment sont pris du jeu de rôle. Alors le genre a évolué, et on s'est retrouvé avec des jeux qui ont su faire évoluer les mécaniques déjà, de façon ludique, su approfondir le jeu, c'est-à-dire qu'on a voulu avoir plus que la simple rencontre de monstres, plus que ouvrir des portes et trouver ce qu'il y avait derrière. Donc voilà, tous ces jeux ont réussi à agrandir, à approfondir certains aspects, avec plus ou moins de réussite. Et donc, on a par exemple des jeux qui ont fait fi de l'exploration. C'est-à-dire que l'exploration n'était plus quelque chose qu'il fallait absolument avoir, parce que c'est quand même compliqué à gérer. Gérer la surprise tout en essayant de conserver quelque chose. Vu que certains jeux ont voulu apporter des scénarios, c'est difficile d'avoir de l'aléatoire pour conserver conserver une trame narrative qui se tienne, qui parte pas dans n'importe quel sens, qui soit pas pipé, qui soit pas tué directement dès le départ. Donc il y en a qui ont commencé à dire ok, il y a des scénarios, il y a un plan qui est déjà défini, donc on ne découvre plus, il n'y a plus vraiment d'exploration des lieux, il y a une exploration pour chercher des choses précises, mais on arrête l'exploration où on ne sait pas ce qui va se trouver derrière, par exemple. C'est ce qui était quand même un peu le cœur du jeu de rôle et des dungeon crawlers pour moi. Je trouve que c'était un aspect hyper important. Évidemment, ils l'ont remplacé par d'autres choses qui amenaient des trucs sympas, l'aspect narratif d'un scénario, des règles un peu plus touffues, des règles de combat plus sympas, de l'évolution des personnages plus importante, mais on retirait ce côté exploration. C'était le cas de Descent, par exemple. Alors Descent, c'est un parfait exemple de cette évolution, parce que Descent, le premier Descent, c'est un jeu de plateau, effectivement, mais très ancré dans l'univers jeu de rôle, avec une personne qui va jouer le maître de jeu, et les autres joueurs qui vont participer. Sauf que c'était un peu rendre physique le jeu de rôle, en fait. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir que la feuille de personnage, et que tout se passe par des dialogues, on avait quelque chose de plus concret sur le plateau. Descent 2 conservait cet aspect, un meneur de jeu qui jouait en fait les ennemis, donc c'était un joueur mais qui jouait le parti des monstres, on va dire, et les autres joueurs qui jouaient les héros. Donc on allégeait un peu le Descent premier du nom avec moins de préparation, je pense. J'ai pas joué au premier Descent, mais de ce que j'en ai lu. Donc plus léger, plus donc jeu de plateau dans l'esprit, mais on conservait cette notion quand même d'un maître de jeu qui connaissait un peu le scénario, qui connaissait les choses, qui avait sa partie à faire, et les aventuriers. Et enfin, arrive ce troisième version, on va dire, parce que c'est vraiment un jeu différent de Descent 2. Descent, les légendes des ténèbres. Cette fois-ci, technologie aidant, et évolution aussi des jeux, on se retrouve sur du jeu coopératif, et le maître de jeu est remplacé par une application qui va, pour le coup,
vous permettre d'avoir de l'exploration, de découvrir des choses, et c'est une partie super importante, et vous allez voir quand je vais vous montrer le jeu, que c'est quand même quelque chose qui est assez kiffant. Et les joueurs se retrouvent vraiment côté aventurier. Donc on va pouvoir participer à une aventure sans maître de jeu finalement, ce qui est bien sympa, que ce soit même entre potes, et même en solo évidemment, parce que gérer un maître de jeu c'est toujours problématique en solo, je trouve que on perd cette surprise, on perd un peu cette confrontation, ce que va faire très bien l'appli dans Descente la légende des ténèbres. Je vais vous présenter ça rapidement hein, sur les mécaniques, et vous donner mon avis, donc on voit ça tout de suite. Alors, avant de commencer, de vous présenter un petit peu quelques mécaniques et mon avis sur le jeu, voilà un peu à quoi peut ressembler une table de Descente de la légende des ténèbres. Je vais l'appeler Descente hein, pour la suite de la vidéo, c'est plus simple. Donc vous voyez que ça peut prendre un peu de place. Ma table est assez grande, mais ça reste contenu. Le seul truc, c'est que vous n'allez pas savoir forcément dans quelle direction, vu qu'on explore, dans quelle direction part le plateau. Donc parfois, il faudra peut-être redéplacer un tout petit peu la position. Ensuite, ici, moi, je joue en solo, donc j'ai mes trois personnages qui sont ici, devant, et donc je peux bouger mon plateau, le plateau de jeu un peu dans ce sens-là. C'est plutôt simple à déplacer, hein, ce sont des grands éléments. Ici, vous pouvez très bien déplacer tout un ensemble, ici, en poussant. Vous voyez que ça peut passer, après, vous allez pouvoir déplacer ça, et ainsi de suite. Et de toute façon, dans l'application, vous allez retrouver le plan, donc il n'y aura pas de problème pour le déplacer et l'adapter à votre table. Une fois qu'on a fait quelques scénarios, on imagine aussi dès qu'il y a des escaliers, dès qu'il y a des portes, où peut se diriger le plateau. Voilà, donc je voulais vous faire voir un peu cette vue d'ensemble. Sur le côté, j'ai quelques jetons, donc ici c'est les jetons de statut, les jetons de fatigue, les dés ils sont sur la gauche, j'ai quelques cartes, mais dans l'ensemble on n'a pas besoin de grand chose. Ce qu'on a vraiment besoin, et après on peut le mettre sur des tables ou sur des chaises ou autres, on a les figurines à porter, parce qu'on en mettra de temps en temps. Souvent dans un scénario, on va retrouver les mêmes ennemis, donc il n'y en a pas non plus 40 000 dans la boîte. Donc voilà, vraiment en place de jeu, vous aurez à peu près ça. Et sachant que si on peut avoir un joueur là-bas, un joueur en face, quand on a plusieurs, il n'y a pas de problème de place de table. Il y a des jeux et des caisses qui sont beaucoup plus imposants sur les tables de jeu. Celui-là, il est imposant, mais c'est le plateau. Et c'est le plateau qui évolue. Et donc, je trouve que c'est très agréable d'avoir une grande scène de jeu. Parce qu'en fait, bah, vous allez pouvoir aller dans une salle, potentiellement revenir. Donc là, c'est une fin de scénario, hein, mais il peut très bien arriver qu'on arrive ici, qu'on reparte là, que des ennemis arrivent à nouveau, qu'on ait besoin de les combattre, et donc on ne retire pas forcément les salles. Alors peut-être éventuellement on peut décaler des salles comme ça qui sont fermées, dans lesquelles il n'y a pas d'entrée, parce que les ennemis n'arrivent pas comme ça normalement au milieu d'une pièce, ils viennent forcément d'une entrée, et ici par exemple dans ce scénario-là, c'était l'entrée par laquelle mes héros sont arrivés, et dans lequel on avait, si je retire ce qu'il n'y avait pas, au début du scénario, vous aviez ceci, mais même pas, je crois que même pas ça. Un truc comme ça. Voilà ce que j'avais au début quand je suis rentré dans ce scénario-là. Et voyez ce que ça a donné après. Donc on découvre au fur et à mesure. Il y a peut-être des portes, hein, c'est possible. Petit aperçu rapide de ce que ça pouvait prendre. On va rentrer maintenant je vais vous expliquer d'abord un peu les mécaniques, quelques mécaniques du jeu, comment ça se déroule, pour ensuite vous rentrer dans les points négatifs, les points positifs, ce que j'adore dans ce jeu, ce que j'aime moins. Donc on fait ça tout de suite. Alors, dans Descente, c'est très simple. Le tour de jeu est plutôt simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail complet des règles et d'une partie. Je vais vous donner en fait les principes de jeu. Donc le tour de jeu, c'est très simple. En fait, on a un tour des héros qui va contenir 3 actions. Donc le tour des héros, c'est que tous les héros vont jouer, dans n'importe quel ordre. Par contre, ce sera un héros, puis l'autre, puis l'autre. Mais l'ordre des héros, qui est-ce qui joue en premier, en second, en troisième, c'est au choix des joueurs. Donc ça, c'est pas mal dans un jeu coopératif. Parce que ça laisse plus de souplesse. Le tour des héros, c'est simple. Quand un héros va jouer, il a 3 actions, dont une qui est une manœuvre. Donc en fait, il y a des typologies d'actions, et il y en a une qui est obligatoire sur les 3. Donc en fait, en termes d'action, on a de la manœuvre, de l'exploration, de l'attaque, de l'organisation, et les actions uniques. Donc la manœuvre, c'est simple, c'est ce qui va vous permettre... C'est ce qui va permettre à un héros de se déplacer. Donc par exemple, j'ai une tuile ici. La manœuvre, je vais prendre un héros pas trop grand. Hop. La manœuvre, c'est ce qui va permettre à mon personnage de se déplacer. Une manœuvre, alors c'est assez important en fait. Donc elle est obligatoire dans chaque... Enfin, elle est obligatoire. Sur les 3 actions, si on veut faire du combat, on n'en fera que 2, parce que si la manœuvre ne nous sert à rien. D'accord ? Je ne peux pas faire 3 actions d'attaque. Il faut, dans mes 3 actions, qu'il y ait une manœuvre si j'en fais 3.
Sur chaque fiche de personnage, donc on a la fiche de personnage ici, je vais y revenir après en détail, vous avez ici une valeur de mouvement, qui est indiquée ici. Une action de manœuvre vous fait gagner les points de mouvement qui sont indiqués ici. Donc par exemple, Vaerix, quand il fait une action de manœuvre, il a le droit à 3 mouvements, 3 cases de mouvement. Donc le mouvement, c'est très simple, c'est dans n'importe quelle direction, diagonale, orthogonale, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai fait une manœuvre d'action. Je peux très bien faire sur mes 3 actions 3 manœuvres. Donc je peux faire jusqu'à 9 cases avec un personnage. Donc je vais peut-être prendre la fiche de Kelly, mais souvent c'est 3. Je crois qu'il y a Cyrus qui a 4 en déplacement, et Vénard, mais c'est tout. Donc voilà, 3 en déplacement. Ça veut dire que dans un tour, potentiellement, je peux me déplacer de 9 de façon standard. L'exploration. L'exploration, c'est assez simple. C'est ce qui va consister à interagir avec un élément du décor. Donc les éléments de décor, vous pouvez avoir par exemple une table, vous pouvez avoir un chaudron, un lutrin, ou éventuellement même une porte qui serait ici. D'accord ? À chaque fois que vous allez vouloir faire une action sur un élément de décor, ou ça peut être aussi sur un jeton, on va voir, il y a 2 jetons différents. Vous avez ça, et de l'autre côté, vous avez ça. Donc ça, ce sont des choses avec lesquelles on va pouvoir interagir. Donc on va dépenser une action, qui s'appelle une action d'exploration, pour interagir avec l'élément. Ça peut être également une armoire, je les ai rangées, mais ça peut être également une armoire ou une table. Hein. Dans l'application, vous allez, je vous remontrerai en détail peut-être un peu l'application après, mais dans l'application, vous allez faire glisser une flèche de votre personnage, du portrait de votre personnage vers l'élément, qui va se mettre en surbrillance. Vous relâchez la flèche, et à ce moment-là, ça vous dit ce qui se passe, ou ce que vous devez faire. Parfois, dans le cadre de coffres, par exemple, ce sera des tests à faire, parce que les coffres, on va pouvoir les ouvrir, mais pas de la même manière tout le temps. Parfois, ça nécessitera une clé, parfois, ce sera de la force, parfois une autre capacité. Donc, il y aura besoin de faire des tests pour savoir si on arrive à le faire. Souvent, les choses se cumulent. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être un test de puissance pour ouvrir un coffre, pour le forcer, et si on n'y arrive pas du premier coup, la fois suivante, on va cumuler les succès. J'ai l'impression que l'appli cumule les succès, parce qu'on ne le voit pas. On ne sait pas à quel endroit on en est, si on a raté de beaucoup, si on a raté de peu. L'ouverture d'un coffre, par exemple. Sur les tables, ou dans les armoires, ou sur les lutrins, par exemple, on va avoir des actions, on va nous décrire la scène, parce que l'élément sera toujours le même, mais ça nous servira à avoir un contexte différent. Et donc l'application nous dira ce qu'il se passe si on doit faire des choses. Mais ça, ce sera une action d'exploration. On a aussi ce genre de pion ici. Alors ici, ce ne sera pas des actions d'exploration, en fait. On va dire, on va pas le mettre pour l'instant. Ici, ce sera, par exemple, dans le scénario, on décrira ce que représente ce jeton. Ça pourrait être des pierres, ça pourrait être d'autres choses, ça pourrait être des prisonniers, ça pourrait être autre chose. On pourra interagir avec. Donc c'est un peu le jeton qu'on a beaucoup dans les jeux FFG, le jeton générique, qui va servir pour différentes choses. Ici, c'est là un point d'exploration qui va pas nécessiter une action, qui va seulement nécessiter qu'on soit adjacent ou sur lui. On l'indiquera à l'application, de la même manière qu'on le fait pour autre chose, et on indiquera quel personnage le fait. Et à ce moment-là, ça nous révélera soit ce qu'on voit, ce qu'on peut apercevoir, ou ça pourra étendre la carte éventuellement, si c'est une zone ouverte. D'accord ? C'est ce qui va permettre de gérer un peu le brouillard de guerre, dans le cas où il n'y a pas de porte. Parce qu'évidemment, quand on a des portes et qu'on les ouvre, on n'a pas besoin de ce jeton-là, on ouvre la porte et on révèle ce qu'il y a derrière. Ici, ce serait plutôt pour les airs qui sont à l'extérieur, ou d'autres choses, ou un ensemble un long couloir, par exemple, et qu'on ne peut pas voir en entier, uniquement en progressant de point d'exploration en point d'exploration. Donc ça, ce serait pour l'action d'exploration. Ensuite, vous avez l'action de combat qui va permettre de combattre des ennemis. Hein. Donc le combat contre les ennemis, c'est très simple, parce que les ennemis, vous les avez aussi sur votre plateau. Donc vous avez du positionnement à faire, vous avez des attaques au corps à corps ou à distance. Et c'est l'application, c'est vous qui allez dire, je vais revenir sur le scène plus précis, mais c'est vous qui allez dire à l'application, tel personnage attaque tel ennemi, et on va voir comment ça se résout après. Vous avez les actions d'organisation. Alors l'organisation, on va toucher à quelque chose qui touche le cœur du jeu. C'est une mécanique qui est la mécanique de fatigue. Voilà, j'ai ici les pions, c'est les points de fatigue. Voilà, ça, ce sont des points de fatigue. Alors sur les cartes, je vais prendre 2 différentes par exemple. Vous voyez notre elfe Galaden et Cyrus. Ils ont ils ont en bas une valeur maximum de fatigue qu'ils peuvent prendre sur leur carte.
D'accord? Ça veut dire qu'au début, quand vous commencez votre scénario, vous n'avez pas de fatigue sur vous. Et il y a des moments dans la partie où vous n'en aurez plus non plus. La fatigue va vous permettre de faire des actions supplémentaires ou des actions améliorées par rapport à ce que vous pouvez faire, aux actions qu'on a vues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, Cyrus, c'est indiqué que je peux mettre un point de fatigue sur ma carte pour transformer des plus qui sont sur les dés, on va voir les dés après, des petits plus, des petits symboles plus, les transformer en succès, en touche quoi. Donc c'est à nous de choisir ce qu'on va faire et ce qu'on peut faire. Donc par exemple, ça veut dire que si j'avais 2 symboles, je pourrais mettre mes 2 symboles, ça me ferait 2 succès supplémentaires sur mon dé. Enfin, pour remplacer les symboles plus. Je pourrais pas le faire une 3e fois, parce que de toute façon, je suis limité à 2 sur ma carte. Et que pour les capacités et les compétences qui nécessitent de la fatigue, je ne peux pas aller au-delà de ce que peut contenir ma carte. Donc on a la notion de fatigue sur les cartes de personnages, on l'a aussi sur les cartes armes, on peut l'avoir sur les cartes compétences. D'accord? On peut avoir des compétences, des cartes armes, et différentes choses sur lesquelles qui peuvent cumuler de la fatigue. Cette notion de fatigue est importante, pourquoi? Si jamais, parce que je peux décider de me prendre de la fatigue pour activer une compétence, mais des effets de jeu extérieurs, donc qui ne sont pas liés à ma volonté de le faire, peuvent m'ajouter de la fatigue. Donc ça veut dire que je pourrais aussi devoir ajouter de la fatigue par un ennemi sur mon personnage ou sur d'autres cartes. Le problème, c'est que si je peux pas mettre de pion fatigue parce que je suis déjà arrivé à la limite, chaque pion fatigue que je ne peux pas mettre me fait un point de dégâts. Donc les points de dégâts sont suivis sur une petite roue avec le nombre de points de dégâts. C'est assez imposant. Je sais pas si on aurait pu faire plus petit, mais bon, par contre c'est fonctionnel, c'est de bonne qualité. Donc voilà l'impact de la fatigue. Donc l'impact de la fatigue, il est double, ça vous fait prendre des décisions pour savoir si on va utiliser la fatigue pour s'améliorer, pour améliorer nos actions, tout en faisant attention au risque qu'on a d'avoir une surcharge de fatigue sur les personnages. Pour se débarrasser de la fatigue, parfois on pourra utiliser des potions, mais ce n'est pas la seule mécanique. Il y a la mécanique qui est liée à une action qui est l'organisation. L'organisation, c'est quoi? C'est le fait de retourner une carte. Et oui, parce que vos cartes de personnages, elles sont recto-verso. Donc c'est pas qu'il y a un état blessé, un état pas blessé, c'est qu'en fait, vous pouvez dire, je m'organise, c'est un peu, on change de posture, on va dire. On pourrait dire qu'on change de posture. On retourne la carte. Alors si j'ai une carte qui contient de la fatigue, le fait de la retourner, donc ça me coûte une action, mais je perds tous les pions qui sont dessus. Donc je fais une action d'organisation, je fais ça, tout ce qui est dessus s'en va, je me retrouve avec mon Cyrus de l'autre côté, sans fatigue. Et je peux avoir une limite différente d'un côté ou de l'autre. Les caractéristiques généralement restent les mêmes. Les dés de combat, on va le voir après, sont les mêmes. Les mouvements aussi, je suis pas sûr qu'il y ait des changements sur les personnages, ça reste les mêmes. Par contre, vos compétences ici vont être modifiées. Donc par exemple, ici, de ce côté-là, on avait érudit, ici, on a frère de Phénix, et même la notion du flash ici, le petit symbole de flash qu'on peut retrouver sur les dés est différente. Et la limite peut être différente aussi. Est-ce que j'ai un exemple? De toute façon, celui-là. 3 de ce côté-là en limite de fatigue, 2 de ce côté-là. Donc ça, c'est une notion importante, parce que vous l'avez là-dessus, mais vous l'avez également sur les armes. Les armes, vous avez 2 armes. Chaque personnage a 2 armes, de 2 types différents. Il y a une typologie d'armes, ici c'est du tranchant, et de l'autre côté, j'ai une arme qui est le marteau de guerre, qui est du contondant. Alors les cartes armes, elles sont dans une pochette plastique qui est fournie avec le jeu. Pourquoi? Parce que déjà, on va pouvoir les retourner, on va gérer aussi la fatigue, et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire la fatigue... Alors si on simule la fatigue, je sais pas si la fatigue est réelle du personnage, mais ça veut dire qu'à force d'avoir utilisé le marteau, on peut changer de côté, perdre les points de fatigue qu'on avait sur le marteau, et se retrouver avec ici la lame du gardien. Pour Kelly, par exemple, c'est le choix entre un marteau et son arbalète, qu'on a vu sur la figurine. D'accord? Donc ça, ce fait de retourner et de s'organiser, ça va être 2 choses. Ça va être de gérer votre fatigue globale aussi sur l'ensemble du personnage, de gérer quelle arme vous voulez utiliser, parce qu'en fonction de l'arme, vous faites plus ou moins de dégâts, ça peut être parfois à distance, ça peut être un type d'arme différent, qui est très important dans les combats. Et donc, voilà, vous avez cette notion d'organisation qui est de retourner des cartes. Là aussi, sur les cartes compétences. Donc ça, c'est pour ce qui est de la notion de la fatigue. C'est vraiment très sympa. Et encore plus, c'est que vous avez des jetons de statut. Les statuts, je crois qu'on en a 5 différents. On a la peur, on a la balafre, on a l'empoisonnement, on a le statut préparé, le statut focalisé,
Et est-ce que j'en ai pas un autre? Non, c'est tout. Alors qu'est-ce que ça fait? Donc il y en a des positifs, ce sont ces deux-là. Préparer, c'est que je vais pouvoir organiser, faire une action d'organisation en fait, retourner ma carte gratuitement sans dépenser d'action. Donc si j'ai un jeton préparé sur une carte, sans dépenser d'action, je peux la retourner. Donc ça peut être très pratique aussi pour se débarrasser de fatigue, mais aussi pour changer d'arme par exemple, ou de posture, ou que ce soit. L'option focaliser, ou canaliser, c'est pas focaliser, c'est canaliser, vous permet en fait sur une carte de relancer un dé d'action qui sera lié à la carte. Donc par exemple sur une arme, très utile sur une arme, ou sur un personnage pour les tests de compétences, vous jetez un dé, il vous plaît pas, vous dépensez le jeton, vous pouvez relancer le dé. Après vous avez des statuts un peu moins drôles, le statut empoisonné et le statut peur, effrayé je crois. Donc le statut effrayé va vous faire va vous faire gagner plutôt des points de fatigue. Donc c'est là où ça peut devenir compliqué, parce que c'est à chaque... on va le voir, il y a une phase des ténèbres après la phase des héros. À chaque phase des ténèbres, vous allez devoir rajouter sur chaque carte qui a un statut comme ça, rajouter une fatigue. Et parfois, si vous avez déjà atteint la limite, parce que vous l'avez utilisé, eh ben, ça va vous faire perdre des points de vie. Mais de la même manière que tout à l'heure, on pouvait éliminer la fatigue, je peux très bien faire une action d'organisation et perdre tous les statuts, même les mauvais statuts que j'avais sur ma carte. Donc c'est vraiment un gimmick de jeu super sympa. Alors est-ce que thématiquement on peut y trouver des explications, hein. Ça peut être je reprends du courage, je me change des idées, je me ressaisis et je perds ma peur, on change de posture par exemple. Voilà, on peut toujours trouver des explications thématiques, il n'y a pas de souci. Ici, donc ça c'est l'empoisonnement, ça nous fait perdre des points de vie, il me semble. J'en suis plus sûr. Et vous avez la balafre qui est la pire, parce que la balafre, elle vient vous mettre des dégâts quand vous retournez la carte. Donc ça veut dire que la balafre, tant que vous l'avez et que vous ne retournez pas la carte, ne vous fait rien. D'accord? Il y a des effets de jeu, de la part des ennemis souvent, ou de pièges, ou trucs comme ça, qui vont vous mettre des balafres sur les cartes héros, ou sur d'autres cartes. Hein. Parfois vous pouvez choisir les cartes sur lesquelles vous mettez votre balafre. Et c'est le fait de retourner, donc le fait de retourner, vous perdez la balafre, mais vous prenez 2 points de vie dans la tête. Et vous voyez qu'ici, sur la feuille de personnage, on a le nombre de points de vie que possède chaque personnage. Ici, les points de mouvement, ici, les points de vie, 7, bah vous voyez, c'est pas énorme, lui il en a 9, j'ai Kelly qui en a 9, voilà, on n'est pas sur des points de vie super importants au début du jeu en tout cas. Donc ça c'est pour les statuts. L'action d'organisation qui est super importante, qui fait vraiment partie de la mécanique du jeu, et la fatigue avec. D'accord ? C'est vraiment au cœur du jeu de Descent, parce que toutes vos actions, donc ça va être souvent des actions d'attaque, mais elles sont liées aux cartes que vous avez, aux compétences qui sont dessus. Donc ici, par exemple, la lame de gardien, je peux faire une action d'attaque toute simple, et lancer, on va voir les dés qu'il faut, mais j'ai toujours des options pour ajouter de la fatigue et faire une action supplémentaire, améliorer mon attaque, ou faire quelque chose en plus de l'attaque. Évidemment, ici, par exemple, il y a marqué 2 fatigues. Si j'ai déjà une fatigue ou 2 fatigues, je ne peux pas faire l'action. D'accord ? Je ne peux pas dépasser ce montant-là, même volontairement. Car je ne pourrais même pas utiliser cette action-là pour mettre des blessures. Ça, les fatigues supplémentaires ne peuvent venir que d'effets extérieurs. Donc ça, c'est une mécanique super cool dans le jeu. Très intéressante et qui finalement est assez fine. C'est beaucoup moins bourrin, sans être super lourd. C'est quand même relativement simple à gérer, puisqu'on a que 2 côtés souvent. Alors je pense qu'au fur et à mesure de la campagne, là j'ai déjà des cartes compétences, il y aura un peu plus de cartes, mais je trouve que c'est très gérable et simple et intéressant. Je vais vous parler... Ah oui, le combat, je le fais rapidement. Vous avez ici, puisqu'on a vu le mouvement, les points de vie, vous avez ici un petit symbole, en fait c'est la couleur du dé que vous allez utiliser pour, avec les épées, l'attaque, avec le bouclier, la défense. Quand vous faites une attaque, votre arme, je retrouve une carte arme, votre arme indique les points de dégâts que vous allez faire pour chaque touche, indique le type d'arme, et votre personnage indique avec quel dé il fait son attaque. Donc vous avez 3 types de dés, vous avez les dés noirs, qui sont les plus puissants, les dés oranges, qui nécessitent pas mal de fatigue, je crois, et les dés bleus, qui sont un peu moins puissants. Et donc si jamais par exemple Brynn attaquait avec son épée, puisque les armes par contre ne sont pas interchangeables entre héros, hein. Vous partez avec des armes de départ, d'ailleurs il y a le petit dessin en bas du personnage tout le temps.
Donc si Bryn, avec sa lame de gardien, parce que c'est une de ses armes, attaque, dans l'application, je vais lui dire, en fait, ce qui va se passer dans l'application, on va le voir, c'est que vous prenez vous tirez une flèche entre le portrait du personnage et l'ennemi. L'application vous demande quelle arme Bryn utilise, donc vous lui dites quelle arme vous utilisez, et vous pouvez pas dire, bah tiens, au moment où j'attaque, hop, je retourne, hein, parce que c'est une action. Donc celle que vous avez à ce moment-là, et vous lancez un dé noir. Et ça, l'application ne contrôle pas ce que vous avez, d'accord? Elle ne sait pas dans quel état se trouve votre personnage. La seule chose qu'elle va savoir, c'est que vous faites une attaque avec Bryn sur un ennemi. Elle sait même pas où est-ce que vous êtes sur le plateau. Et donc vous lancez votre dé, et vous comptez les succès. Donc les succès, ce sont les petites étoiles. Voilà, en fonction de la phase, puis il y en a plus ou moins. Quand il y a un plus, ça veut dire qu'on peut ajouter une fatigue sur n'importe quelle carte de son personnage qui peut encore prendre de la fatigue, d'accord? Quand on fait un échange d'un plus sur un dé avec de la fatigue, pour gagner un succès par plus qu'on remplace, c'est sur n'importe quelle carte du personnage. Le héros, la carte arme ou une compétence, peu importe, là où il y a de la place pour mettre de la fatigue. Mais on n'est pas obligé de le faire, hein. Je peux très bien dire, bah, j'ai que 2 succès et je rajoute pas de fatigue. Et vous avez également des petits éclairs. Les petits éclairs, ce sont des compétences supplémentaires que vous pouvez avoir sur votre personnage ou sur des cartes compétences ou sur des cartes armes en plus. Parfois, ce sera contextualisé. Par exemple, sur les armures, vous avez un effet d'éclair. Où est-ce que j'ai une armure qui traîne? Évidemment, ah si, ici je l'ai. Voilà, sur la maille de Rivorage, il y a marqué que je peux utiliser un éclair pendant ma défense pour ajouter un succès et défausser une fatigue. Mais je pourrais très bien faire ça, ou faire l'éclair qui se trouve ici. D'accord? Si j'ai qu'un seul éclair, il faut que j'en choisisse un des deux, c'est pas cumulatif. Par contre, si j'ai 2 éclairs, je peux faire celui-là et je peux faire celui-là. Et celui-là, ce sera qu'en défense, évidemment, c'est sur l'armure. Donc vous avez cet effet-là avec les éclairs. L'éclair, généralement, ça vous rajoute de toute façon systématiquement un succès et un petit bonus éventuellement selon le contexte. Et ce sera pareil pour les autres dés, d'accord? On a différentes typologies de dés. Donc voilà comment se passe l'attaque. La défense, alors la défense c'est pareil, je vais essayer de voir si je peux vous le montrer, je sais pas comment je pourrais le montrer. Mais la défense, en fait, vous avez l'ennemi, c'est la phase des ténèbres. L'application va vous dire déjà s'il y a des événements qui se passent. Donc souvent, en début de phase des ténèbres, tous ceux qui ont des petits pions de frayeur ou d'empoisonnement, il y a quelque chose à faire. Souvent, sauf sort en cours ou incantation en cours, on récupère une fatigue, donc on en enlève une d'une carte. Et ensuite, l'application vous dit, bah, tel ennemi, il va faire telle activation, ça veut dire qu'il va faire un mouvement et une attaque, souvent. Ce sera souvent ça. Ou parfois une action. Ce sera peut-être un sort qu'il aura lancé, ce sera pas forcément quelque chose que va faire la figurine. Et ce sera à vous, en fait, de déplacer sur le plateau la figurine ennemie pour la rapprocher de sa cible et faire son attaque. Son attaque, en fait, ça va être quoi? Ça va être un nombre de dégâts fixes que vous allez essayer de diminuer avec votre défense. Donc ça veut dire que le jet que vous allez faire quand vous vous faites attaquer, c'est un jet de défense pour diminuer les blessures. Si vous ne diminuez pas assez de blessures, vous les prenez, vous les décomptez du tour de vie. Donc c'est super simple, parce que vous faites un jet pour l'attaque, vous faites un jet quand vous défendez, et c'est tout. Vous ne faites pas tous les jets pour le monstre, et ainsi de suite. Tout ce qui est effet de statut sur les monstres, c'est géré par l'application. Les pourcentages liés aux améliorations sur les armes, c'est géré par l'application. On ne fait aucun calcul. Et ça, c'est un bonheur. On se concentre que sur le jeu, sur notre carte ici, sur nos lancers de dés, sur l'amélioration des succès, sur nos actions de retourner des cartes pour optimiser nos personnages, et se déplacer. On profite du jeu. Je profite de mon aventure, de mon exploration, et toutes les petites choses qui, dans d'autres KS, vous font repartir sur le livre de règles, vous dire, ah, alors ce modificateur-là, ce statut-là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est cumulé avec ça, ok. Là, vous avez, je sais pas, vous avez 8 statuts sur les monstres qu'on indique sur l'application, et c'est l'application qui va gérer l'effet de ce statut sur le monstre. Donc c'est vraiment assez bien fait. Vous avez parfois aussi des interruptions, c'est-à-dire quand le monstre va attaquer, vous pouvez faire interruption pour dire, attends, avant j'ai une compétence sur ma carte que je vais utiliser, peut-être contre de la fatigue, qui va faire que le monstre il va prendre 2 états différents en plus, la fatigue, du ralentissement ou autre. Je l'indique à l'application qui va le prendre en compte dans l'activation du monstre. Donc et ça c'est vraiment,
je trouve que c'est un vrai bonheur. Je comprends ceux qui sont réticents aux applications, mais je trouve que l'application, elle fait mouche sur ce point-là. Elle nous soulage du poids de ce côté peut-être pénible à la longue de faire le calcul pour les monstres. Et donc on va passer plus de temps à jouer notre tour de jeu qu'à faire, en fait, qu'à dérouler l'IA de l'ennemi. Et c'est super important. Moi, je trouve que dans tous les jeux que j'ai coop, quand l'IA de l'ennemi, c'est beaucoup trop long, je crois que l'exemple le pire, ça doit être Reichbuster, que j'avais trouvé très bien sur la première partie, et sur la deuxième, quand le plateau était rempli d'ennemis, activer un par un les ennemis, mais c'était... Et même s'il y avait une charte à suivre, hein, mais c'était long et fastidieux, Et là, c'est plutôt simple. Alors, le truc très simple aussi, c'est que l'ennemi, il va viser un des personnages, il va se décider de viser un personnage. Si ce personnage est accessible avec le mouvement de l'ennemi et sa distance d'attaque, on le fait. Sinon, il va viser le héros le plus proche, et en cas d'égalité, le héros le plus faible. Voilà. Voilà, c'est la règle, ça marche pour le tout, et j'ai vraiment jamais eu de soucis. À savoir, vous avez quand même une notion de gêne quand les personnages sont adjacents. C'est-à-dire qu'ici, le héros et l'ennemi se gênent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon ennemi doit se déplacer pour aller vers un autre ennemi, pour aller ailleurs par exemple, il va dépenser tous ses points de mouvement pour faire une case et se sortir du giron en fait de mon héros. Et pareil pour mon héros, si je veux partir, je vais dépenser une action de manœuvre, mais au lieu de gagner tous mes points de mouvement comme c'est marqué sur ma carte, je vais en gagner qu'un. Et je vais pouvoir sortir des zones adjacentes de l'ennemi. Mais ça va me coûter une action complète de manœuvre. Et ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi parce que vous avez des actions de glisse. Alors, c'est pas une action à part, hein, mais c'est la capacité à glisser, qui, enfin, il appelle ça glisser... Bon, j'aurais appelé ça peut-être éviter ou un truc comme ça, mais c'est ce qui vous permet de faire un déplacement sans être contraint ni par le terrain, ni par la gêne occasionnée. Donc on est contraint quand même par les... On peut pas passer par-dessus le chaudron ou la table, mais par contre, on peut les contourner, on peut passer en diagonale, mais par contre, on pourrait passer à côté des ennemis en glissant sans qu'on soit gêné par les ennemis. C'est pareil pour les ennemis s'ils venaient à glisser, hein, évidemment. Donc voilà, ça c'est un système super cool, très très simple. Pour l'application, sur les mots-clés, vous pouvez mettre laisser appuyer votre doigt, ça fait apparaître une loupe et vous arrivez directement dans le glossaire pour avoir l'explication du mot. C'est plus rapide que de chercher dans un livre, ça ne nécessite pas d'index qui manque souvent dans les jeux, c'est très très pratique, et en plus de ça, vous avez un glossaire, en dehors de tout, vous avez accès à un glossaire, vous tapez le mot ou les mots et vous retrouvez une liste, et vous pouvez sélectionner, vous avez l'explication. Donc un truc qui est bien, c'est qu'en cas de changement de règles, on aura des mises à jour. J'ai vraiment pas eu de soucis sur les règles. Hein. Sur l'application, on peut vérifier les lignes de vue aussi. Alors, j'ai pas réussi à voir les lignes de vue côté ennemi, dans un certain cas. Par contre, quand nous on joue, on peut voir la ligne de vue, et en disant, voilà, je suis là, qu'est-ce que je vois? Quelles sont les cases que je peux voir et qui sont dans ma ligne de vue? Donc, très important pour savoir si on va pouvoir utiliser des armes. Et ça c'est vraiment très très pratique. Alors... voilà, je vous ai fait un petit résumé de comment ça, quelques mécaniques, hein, je ne peux pas fort. Il y a pas mal de vidéos qui existent sur le sujet. Je pense que vous aurez trouvé un petit peu ce qu'il faut pour entrer dans le détail. Je vais y venir en fait sur mon avis parce que je trouve que c'est le plus important. Et je vais commencer par en fait les trucs que j'ai pas aimé que j'ai pas aimé. Les trucs qui pourraient ne pas vous plaire plutôt, on va dire. Donc c'est un jeu de plateau, mais qui nécessite une application. Alors je vous l'ai fait voir, je vous l'ai expliqué. L'application elle est vraiment, vraiment top. Elle remplace vraiment un maître de jeu. Donc elle vous fait la narration, il faut le lire, hein, mais il y a beaucoup de jeux maintenant où on va lire des livres. C'est la même chose. Au début de l'aventure, il y a quelques textes qui sont faits à l'oral, en plus de l'écrit. Donc ça vous met dans l'ambiance. Il y a la musique aussi qui rajoute à l'ambiance. Mais voilà, il faut une application, donc il faut une tablette ou un PC. Sur téléphone, vous oubliez, c'est trop petit, je pense pas que ce soit jouable. Hein, c'est vraiment pas possible, il faut vraiment une tablette ou un PC. Donc déjà, voilà, forcément, pour ceux qui n'ont pas ça à la maison, ça peut poser problème, et je peux comprendre. Après, il y en a qui ont tout ça, mais qui n'aiment pas, quand ils jouent à un jeu de plateau, avoir une application, quel que soit le support, même s'ils ont ce qu'il faut au niveau matériel, qui n'aiment pas avoir l'intervention d'un écran dans une partie de jeu de plateau. Alors,
c'est simple, moi, je joue aux jeux de plateau parce que pourtant j'ai fait pas mal de jeux vidéo et j'en fais encore de temps en temps, moins, hein, beaucoup moins, mais justement parce que j'aime bien l'aspect matériel. Pas forcément pour me décoller d'un écran, je travaille dessus toute la journée, je suis habitué, et ça me pose aucun problème d'avoir terminé ma journée de boulot, de repartir dessus. Pour moi, c'est un élément comme un autre, j'ai pas ce genre de souci en tout cas, mais je peux comprendre que ça arrive. Et moi j'aime bien le côté matériel, le côté physique des choses dans le jeu, le truc concret, les pions, tout ça, j'aime beaucoup les manipuler. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, Tabletopia, les applications de jeux de plateau sur ordinateur, j'arrive pas à accrocher. J'arrive pas à me dire, tiens, je vais manipuler avec ma souris des pions. C'est difficile pour moi. Faudrait que je me reforce un jour, parce que parfois on peut essayer des jeux comme ça et c'est très pratique. Mais ouais, je sais pas pourquoi. J'ai du mal, alors que j'adore les jeux vidéo, j'adore les jeux de plateau, j'ai du mal à jouer à un jeu de plateau qui est pensé, c'est-à-dire qui doit être manipulé comme un jeu de plateau, et donc pas une application qui va vous aider. J'ai du mal. Et ben là, pour le coup, l'application, c'est un compagnon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une application sur laquelle vous pourriez passer votre temps à jouer et que le décor vous sert à rien. C'est qu'elle est là seulement pour vous soulager des tâches pénibles. Gestion de l'IA, les lignes de vue, le glossaire, donc pour éviter de repartir dans une doc qui serait peut-être fausse, fastidieuse ou autre, peu importe. Voilà, donc l'application, elle est vraiment géniale, mais je peux comprendre que ça peut être un point négatif pour beaucoup d'entre vous, mais à ce moment-là, ignorez tous les jeux avec application. Si vous avez un doute sur le fait que, par exemple, il y a les Demeures de l'épouvante ou le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux, par exemple, je trouve qu'on était trop dans l'application et qu'on n'avait vraiment rien à faire sur le plateau. Enfin, très peu de choses, vraiment très peu de choses. Ce qu'on mettait sur le plateau, on aurait pu le faire. Là, dans l'application, vous n'avez pas la position des monstres. Je suis pas sûr que ça aurait été... je pense qu'ils auraient pu laisser l'ouverture pour dire, le monstre, et nous faire mettre, dire, le monstre il s'est mis là, moi je suis ici, et rajouter des choses. Mais à ce moment-là, ils se tiraient une balle dans le pied parce que à ce moment-là, le plateau devenait utile, les figurines devenaient inutiles. Et on serait passé sur un jeu vidéo pas terrible en fait, à déplacer des figurines dessus. Donc voilà. Mais ceux qui ont peur que l'application soit trop envahissante, moi je ne trouve pas. Elle est présente parce qu'elle m'aide à jouer sur le plateau. Mais c'est un point négatif pour beaucoup d'entre vous. J'ai été long sur ce point négatif, je crois. Alors, l'autre petit bémol, c'est que on découvre la carte. Bon, en fait, c'est beaucoup de points négatifs, mais qui ont aussi leur côté positif. L'orientation de la carte et le repositionnement du terrain. Parce qu'on ne sait pas où on va. On sait pas où on va. On rentre dans une pièce souvent, et on ne sait pas comment va s'étaler le donjon. Je veux dire ça, donjon. Et donc forcément, quand on va rajouter des pièces, on va se dire « Ah mince, là, faut que je déplace ça, ça va s'orienter comme ça, je vais réorienter mon plan, parce qu'il part dans cette direction-là. » Et donc oui, c'est une petite contrainte où il faut qu'on replace les éléments de décor. Ça se fait plutôt facilement. Alors après, ça dépend de la taille de votre table, mais oui, on peut avoir à repositionner en voyant, parfois, on va rentrer dans une pièce dans laquelle il y aura 2 autres portes. Et là, on se retrouve au bord de la table, on se dit « Ah non, pas bon. » Alors, ça peut arriver. J'ai eu quelques approximations à la traduction, parfois je trouvais que la phrase était bizarre. On comprenait la phrase, mais elle a une tournure bizarre. Alors ça m'est pas arrivé sur ma dernière session. Un truc important, c'est la difficulté à reconnaître les figurines. Alors surtout, les premières fois que vous allez prendre les ennemis. Alors les figurines ennemies, elles sont superbes. Elles sont vraiment, vraiment superbes. Mais on n'a pas... je ne pourrais pas l'avoir vu, c'est que j'ai pas une liste des figurines avec leur nom en dessous. Et l'application, elle vous dit, vous mettez tel monstre, et vous avez, en fait, sur le plan, ils mettent la figurine. Et elle est difficilement lisible. Et donc, pour les premières fois, et puis en plus, ce qui se passe, c'est quand elle vous dit de le faire, il y a marqué « continuer », donc on se dit, est-ce que je continue tout de suite, et est-ce qu'il va pas se passer quelque chose? Parce que quand vous faites « continuer », le positionnement des figurines disparaît, parce que ça reste pas sur le plateau, on vous dit où les mettre, et quand vous allez faire continuer, les figurines disparaissent. Donc il faut vous rappeler où est-ce qu'elles étaient, qui était où. Et c'est donc le seul moment où on pourrait voir les figurines, mais étant donné qu'il y a une interaction à l'écran, avec le bouton continuer, on ne peut pas manipuler la carte. Donc on ne peut pas zoomer, voir ce que c'est comme figurine. Bon voilà, ça c'est un problème, il faudrait qu'à la limite, les figurines, on puisse mettre le doigt dessus, l'avoir en grand, et reconnaître tout de suite dans la boîte à laquelle ça correspond. Une fois que vous connaissez les bandits, les fées, il y a quoi d'autre? Les golems. Bon, les golems, c'était facile à reconnaître. La liche. Une fois que vous les connaissez, vu qu'il n'y en a pas 50, il n'y a pas un bestiaire si étendu que ça, c'est bon, ça va rapidement. Mais les premières fois que vous les rencontrez, ou quand ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu, c'est pas facile à voir sur l'application, je trouve.
Et c'est plus un problème de présentation, hein, c'est pas un problème de jeu. Le prix, bah oui, le prix, il y a un ticket d'entrée à 160 €, hein, je crois, et 160 € avec en prix internet ou prix boutique, je pense. J'ai vu des occasions qui étaient à 120 ou 140, je crois. Je trouve que c'est un bon tarif, hein, si le jeu n'est pas abîmé, s'il est bien, même en VO, je dirais, ça serait pas mal. Hein. Parce qu'en VO, vous aurez les cartes en VO, mais l'application en VF. Après, il faudra traduire les noms, peut-être, c'est pas pratique. Mais bon, voilà, après, si on est à 130 €, ça devient raisonnable, et je trouve que même à 160, j'ai un énorme plaisir à jouer à ce jeu. À 160 €, ça me pose pas de problème, parce que j'ai déjà fait pas mal de sessions. Et que c'est un grand plaisir, qu'il y a quand même beaucoup de choses derrière. L'application est quand même relativement grosse. Je pense que l'application, on peut la mettre au prix d'un jeu vidéo, par exemple. Hein. Un jeu vidéo PC à 50 €. Vous retirez ça du truc. Après, vous avez les figurines. Et les figurines, c'est quand même pas de la merde. Si je devais les comparer des figurines d'autres jeux, d'autres KS qui sont plus chers, avec, oui, beaucoup plus de figurines, mais la qualité des figurines, les détails sur les figurines, là, je vous ai fait voir les figurines, vous pouvez les voir d'ailleurs, je vous les fais voir un petit peu de temps en temps dans la vidéo. J'ai sous-couché les héros, mais ça va faire ressortir les détails, c'est énorme, énorme. Donc voilà, moi je trouve que le prix est juste. Et puis il faut gagner de l'argent aussi. Hein. On fait pas un produit pour dire je vous fais plaisir les gars. Hein. Je gagne rien mais je vous fais plaisir. Ça n'existe pas, c'est une industrie. Alors la campagne, la campagne. Les systèmes de campagne dans les jeux de type Dungeon Crawler ou jeux d'aventure, c'est toujours un point délicat parce qu'en fait on va vouloir faire la même chose mais en s'adressant à des gens qui ont des attentes différentes. Et je sais que y en a beaucoup qui, quand ils entendent campagne, ils considèrent que quand je termine un scénario dans ma campagne, quand je commence l'autre, bah, je devrais être dans le même état que quand j'ai terminé le précédent. Alors ici, c'est un peu différent, c'est que vous avez un système de campagne qui est en fait une suite de scénarios. Entre chaque scénario, vous faites un reset de votre état. C'est-à-dire que vous pouvez terminer votre scénario en lambeaux, en sang, blessé mais très profondément. Vous avez une notion de blessure bénigne et maligne quand vous tombez à 0 de vos points de vie. Ah oui, quand vous tombez à 0 de vos points de vie, vous n'êtes pas mort. Hein. Vous avez une blessure, vous recevez une blessure qui va vous faire une contrainte supplémentaire. Si vous retombez à nouveau à 0, vous récupérez une autre blessure plus grave. Et là, si vous récupérez à nouveau une blessure et que vous êtes déjà gravement blessé, c'est terminé pour le personnage et souvent c'est la défaite du scénario. Donc ce qu'il y a, c'est que quand on va passer au scénario suivant, on perd c'est-à-dire qu'on revient sur ses points de vie maximum, on n'a plus de fatigue, on n'a plus d'état du tout, et on n'a plus les blessures non plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système qui fait que entre chaque scénario, vous allez revenir à passe givre. Passe givre, c'est quoi ? Je sais pas en anglais ce que c'est. À passe givre, et donc ils considèrent que vous vous soignez, que vous allez retrouver les choses, et qu'on n'a pas à faire ces choses fastidieuses qui sont dire ok, avec l'or je vais dépenser, je vais prendre du soin, je vais utiliser mon soin, et je vais faire ça entre chaque scénario, parce que forcément je vais me prendre des baffes à chaque scénario, et je ferai ça tout le temps. Alors pourquoi faire quelque chose de répétitif qui n'est pas intéressant ? Et donc voilà, on reset tout, mais je suppose que l'application conserve les blessures que vous avez... Enfin, ça c'est quelque chose qui peut être fait, et j'imagine qu'il est fait, mais je ne suis pas arrivé à la fin de la campagne pour vous le dire, pour vous le confirmer en tout cas, c'est que je suppose que l'application peut conserver le nombre de fois où un personnage a été blessé, parce que quand on tombe à 0, on signale à l'application qu'on est devenu, enfin on dit infirme, c'est un grand mot quand même, on pourrait dire blessé ou gravement blessé, et donc l'application vous dit, ok, vous prenez telle blessure, si vous avez des cartes de blessure qui vous indiquent, telle blessure, bénigne ou maligne, donc légère ou grave, on va dire, vous gardez la carte jusqu'à la fin de l'aventure. Et puis si vous reprenez une blessure, vous avez déjà une blessure légère, hop, vous retournez la carte, ça devient une blessure grave avec un effet plus embêtant. Souvent, c'est par exemple, à chaque fois que je fais une attaque, je gagne une fatigue. À chaque fois que je vais faire une action, je vais prendre une blessure et une fatigue. Voilà. Et je vous dis, c'est très contraignant. Hein. Quand on a 7 ou 8 points de vie ou 9, c'est tendu. Eh bien, donc là, ils ont pris le parti de faire un reset de tout ça. Il y en a qui ça peut ne pas plaire.
On parle vraiment que de ça, hein, que des statues, et les statues c'est pareil, de toute façon on a des actions pour retourner les cartes, est-ce que c'était utile de les conserver, je sais pas. L'empoisonnement, on imagine qu'on va retrouver quelque part un endroit où on pourra se soigner. Des statues, des resets entre scénarios, il y a quand même quelque chose qui est bien, c'est que ça vous évite de faire l'épicier, surtout en jeu coop, ça évite qu'il y ait des personnages ou des joueurs qui fassent les épiciers, c'est-à-dire qu'ils n'aillent pas au combat parce qu'ils veulent pas perdre de points de vie, ils veulent pas être mal en points à la fin du scénario, alors qu'en fait il faut tout donner pour réussir à faire le scénario. Faut se sacrifier, faut faire des trucs comme ça. Et ça aide à savoir que de toute façon, même si j'arrive à terminer le scénario, à donner le coup final en étant complètement à un point de vie, ça m'est arrivé, hein, un point de vie, blessure grave, de la fatigue sur toutes les cartes. Si je retournais une carte, je mourrais encore, j'étais terminé. Et c'est ce personnage-là qui a réussi à terminer, à donner le coup final. En plus, c'était thématique dans le scénario, c'était cool. Mais ça évite ce genre de truc, à se dire « Ah non, mon personnage, il va être à la ramasse après, faut que je paye pour mes soins, je pourrais pas m'acheter d'armes. » Voilà, ça évite aussi tout ça. Hein. Mais je sais que c'est un point négatif pour beaucoup d'entre vous, quand on veut faire des campagnes. Autre chose que j'ai vu, c'est que pendant la phase des ténèbres, j'ai pas réussi à voir ce que l'ennemi pouvait... Enfin, l'ennemi peut attaquer à distance, mais j'ai pas réussi à vérifier la ligne de vue de l'ennemi. En disant, bah il est là, j'arrivais pas à le faire pendant la phase des ténèbres. Je sais pas si ça a été corrigé depuis, j'en ai pas eu besoin, mais bon, ça j'avais pas réussi à le faire. Donc le fait que on reset les campagnes, c'est vrai qu'on perd peut-être un petit peu en thématique, mais pour favoriser le système de jeu, ça garde de la cohésion au jeu et de la souplesse, on perd un peu en simulation ce qu'on va gagner en plaisir de jeu et en fluidité de jeu aussi. On n'est vraiment pas sur un jeu style Dungeon Universalis qui veut tout faire, que je trouve pas qu'il le fait forcément bien, mais dans lequel on va être sur de la règle et de la règle et de la règle, parce qu'on veut simuler plein de choses. On est sur du plaisir de jeu, d'exploration, et je trouve ça très très bien. Je trouve qu'on est sur un plaisir de jeu de rôle. Hein. Quand on est joueur, enfin en tout cas moi quand j'étais joueur, ce que je demandais à mes joueurs quand j'étais maître de jeu, c'était de prendre plaisir à jouer et pas se prendre la tête sur les règles. Un joueur qui me disait « Ah mais dans les règles j'ai vu qu'on pouvait faire ça », je suis maître de jeu, je t'explique ce qui se passe et comment ça se déroule. C'est tout, ça se passe comme ça. On parle pas de règles quand on fait une partie de jeu de rôle, on est en train de jouer un rôle. On joue presque une pièce de théâtre, on s'amuse, on discute, et c'est vivant. On ne s'arrête pas sur des règles, sinon c'est pénible. Et je trouve que ça prend bien ce principe-là, et ça vous amène beaucoup de plaisir. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut très bien remplir un objectif alors qu'il reste des ennemis autour de vous. D'accord ? Vous avez des actions qui vont dire, bah, ok, vous avez terminé votre scénario, vous avez gagné, vous avez remporté, même s'il y a 2 ennemis dans la pièce d'à côté. Alors, on peut dire, ah bah c'est dommage, parce que forcément les ennemis vont arriver. On peut expliquer le fait que les ennemis sont découragés, qu'ils fuient, qu'ils s'en barrent, ça. C'est aussi la même chose pour les coffres. Si vous reste 2 coffres qui sont pas ouverts et que vous avez terminé le scénario, vous n'y aurez pas accès. Mais bon, il y a des moments, vaut mieux terminer le scénario que d'aller voir un coffre quand même. Hein. Et dernier point moyen du jeu, c'est les dialogues qui sont un peu cucu. Ah ouais. Alors l'histoire est plutôt cool. Je trouve qu'il y a... alors je peux pas vous dévoiler toute l'histoire, mais il y a quelque chose qui prend forme. Il y a plein d'histoires au-delà de l'histoire principale, qui est une histoire plutôt basique, hein, de méchant qui arrive, qui veut faire quelque chose, une grande incantation, ou invoquer quelque chose de très gros qui rentrerait dans notre plan. Alors l'intrigue se découvre au fur et à mesure, mais les dialogues sont cucu. Alors je sais pas si c'est la traduction qui fait que ça devient bête, mais ouais, les dialogues c'est un peu poussif, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans l'application. Voilà. L'histoire est bien, les dialogues pas terribles. Alors, ouais, je veux pas dire plus que ça, après c'est très subjectif. Hein. Mais je trouve vraiment un petit peu cucu. Et donc j'ai passé aux points positifs. Alors les points positifs, là pour moi, le matériel très critiqué à son annonce. Moi j'aime beaucoup cet escalier en pierre. Je vous ai fait voir au début de la partie le plan qui était mis en place. C'est vraiment bien foutu, vous avez des numéros sur les tuiles qui sont assez discrets. Voilà, ici vous avez un numéro sur les tuiles. Hein. Il est tout petit ici. Et c'est le même numéro de l'autre côté avec A et B. Voilà. Donc c'est des tuiles recto verso, elles sont très génériques et passent partout parce que vous allez mettre, parfois vous allez mettre de l'eau, donc ça peut venir sur une tuile en partie comme ça, ou ça va venir en dessous, ainsi de suite. Vous avez des piliers qui sont au-dessus. Dans le scénario, vous pourriez très bien, vous auriez peut-être des points d'interaction qui vont faire que ça va se casser la figure, ça va changer la topologie du terrain. C'est absolument génial, je trouve.
Dans beaucoup d'autres jeux, où le plateau était déjà fait, j'ai pas souvent vu d'événements qui faisaient changer le plateau. Soit parce que le plateau ainsi construit permettait d'équilibrer le scénario, mais en tout cas là c'est un plaisir que d'ajouter le décor, c'est un plaisir que de faire changer le décor parce qu'on a fait une action, ça peut être une porte dérobée qui arrive, de l'eau qui se remplit, de la lave qui apparaît, je crois qu'il y a un des premiers scénarios où en fait il y a du feu ou de la lave qui sépare, qui fait que le sol s'effondre et donc ça fait des fissures et donc ça écarte, que les figurines, ça donne un impact sur les ennemis et sur les héros qui seraient à côté de ça. C'est absolument cool. Les figurines sont superbes, je vous les fais voir de temps en temps dans la vidéo en gros plan. Les figurines sont vraiment d'un super niveau, il n'y en a pas tant que ça, et c'est pas plus mal. Je trouve que c'est largement suffisant. Il manque peut-être, on n'a pas de figurines pour les boss de chaque quête, enfin quand je dis les boss. Souvent, de ce que j'ai vu, alors je sais pas si ça va continuer comme ça, mais on a parfois un ennemi principal à abattre. Ça reprend une des figurines. Il n'y a pas d'ennemi dédié, il n'y a pas de figurine dédiée à un ennemi particulier nommé. D'accord, ce sont que des ennemis génériques, et on va utiliser une figurine d'un ennemi générique pour l'ennemi principal qu'on aura à combattre. Donc voilà. Mais bon, j'imagine que c'est aussi une question de prix et de tarif de prix. Hein. Si pour un scénario on avait besoin de faire une figurine pour un scénario, ce serait un peu difficile. Parce qu'une fois qu'il est battu, l'ennemi en principe il ne revient pas tout de suite. Sauf certains. La boîte elle permet de ranger tout. Donc voilà, vous avez la boîte ici. Donc le bas de la boîte elle est grosse. Hein. Ici, vous avez ça où vous allez pouvoir mettre tous vos décors montés et ne pas les démonter entre chaque session. Truc génial. Par-dessus ça, vous allez avoir, je ne l'ai pas, il est plus loin, vous allez avoir l'insert qui va se mettre par-dessus, qui sera retenu par le carton qui fait les murs là ici, dans lequel vous allez avoir les figurines, les règles, les pions, tout tient. Tout tient parfaitement. Il n'y a vraiment pas de souci de rangement. Donc vous avez une boîte qui est comme vous l'avez acheté et il n'y a rien qui sortira. J'ai les goodies pour les points de vie et pour les cartes. Alors, le seul truc qui est bien dans les goodies qui ont été donnés avec les précommandes, c'est les cartes alternatives. Ça, je trouve ça cool parce qu'elles sont différentes des cartes de base en termes de règles ou de compétences dessus. La figurine en plus qui a un peu d'ombre. Les roues pour les points de vie, c'est inutile. Bon, la figurine, ça peut être sympa si vous voulez l'offrir ou en peindre une différemment. Mais les roues là pour les points de vie, je n'ai pas trouvé ça génial. À la limite, ils auraient fait des roues avec une image de chaque personnage sur chaque roue, et mettre 6 roues par exemple. Donc les décors, donc oui, je vous l'ai dit, ça me permet de mettre en place facilement. L'application vous donne les décors au fur et à mesure, vous les placez. Et je trouve ça plutôt rapide, hein, puisqu'on a tout dans la boîte, c'est rapide à sortir, rapide à mettre. La direction artistique, elle n'est pas envahissante. Donc beaucoup ont critiqué, je crois, Galaden, l'elfe. Moi j'adore déjà, je trouve que ça change pour un elfe. Et puis j'aime bien le style BD qui est là. C'est pareil pour Valerix. Moi j'aime beaucoup. Et après, la DA, vous l'avez que là. Hein. Après, vous l'avez ailleurs un petit peu sur l'application, mais elle n'est pas envahissante du tout, la direction artistique. La preuve, c'est que les tuiles que tout le monde trouve pénibles, elles n'ont pas un style particulier. Elles sont là pour planter le décor. À vous de faire l'imagination derrière. Vous pouvez même agrémenter avec des décors provenant d'autres jeux, éventuellement, pour de l'eau plus réaliste, pour des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc la DA, si vous n'aimez pas, c'est pas ce qui va vous mettre un frein, parce que vous allez avoir une taille de personnage, et c'est tout. C'est le seul endroit. Et je trouve, moi, plutôt sympa. Le prix. Alors, je vais revenir sur le prix. Moi, les sessions de jeu que je fais, et le temps de session de jeu en même temps, tiens, elles sont entre 2h30 et 4h. Le plus long 4 heures. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, parfois, je les segmente parce que je peux pas tout faire. Vu que je le fais le soir, je le fais pas dans toute une nuit, sinon ça pourrait terminer tard. Mais hier, j'ai dû passer 3 heures sur ma partie, je crois, pour un scénario. Donc 3-4 heures de scénario, enfin entre 2 heures et 4 heures de scénario. Et vous avez 16 scénarios, je crois. Ça vous fait une bonne durée de vie quand même, sachant que normalement, il y a des quêtes annexes aussi. Voilà, moi je trouve que c'est un bon temps. C'est du bon temps de jeu par session et globalement pour le jeu. Alors, l'histoire et le thème. Alors évidemment, je peux pas trop juger de l'histoire pour l'instant, mais elle est intéressante, elle accroche pas forcément au tout début, mais dès qu'on arrive en fait à Passe-Givre, parce que vous n'êtes pas à Passe-Givre au tout départ, vous suivez une caravane,
Et une aventure fait que vous allez être avec vos compagnons, vous allez tous vous rejoindre à Page-Givre. Et là, ça commence à prendre forme. Déjà, à Page-Givre, on se rend compte de certains personnages, qui ils sont, et ce que ça change aussi de votre vision de la chose. Vous avez des décisions à prendre, c'est-à-dire qu'en fait, vos personnages ont aussi une sorte de direction à prendre par rapport à des choix qu'ils vont faire tout au long de l'aventure. Vous allez avoir une histoire qui va s'articuler avec des scénarios qui vont dépendre de certains personnages, donc des histoires personnelles ou des histoires rattachées à certains personnages. Ça veut dire que pour une quête, vous aurez peut-être obligatoirement besoin d'un personnage, et donc de devoir délaisser un personnage que vous aimez bien, mais que vous ne pouvez pas emmener. Parce que, effectivement, les scénarios peuvent se jouer tous à 4, mais on peut y jouer à moins. Et parfois, le scénario vous dira, bah, ce personnage-là est obligatoire, pour rester cohérent dans l'histoire. Vous pourrez faire le choix pour les autres, mais il y en aura moins qui sera obligatoire. Donc ça veut dire qu'aussi, entre chaque scénario, vous pouvez interchanger les personnages. Au tout début de l'aventure, vous avez le choix entre 4 personnages, et rapidement, vous avez le choix entre les 6 personnages existants dans le jeu. Et le fait que les personnages ne font pas partie de l'histoire ne va pas les empêcher d'augmenter leurs compétences en même temps. Donc ça, c'est quand même important à dire. C'est que tous les personnages montent de niveau un petit peu en même temps, quand même. Le truc intéressant aussi, c'est qu'il y a de la surprise. Le fait qu'il y ait une application, il y a de la surprise. On peut avoir 2 scénarios qu'on va rejouer 2 fois. Les ennemis ne seront pas forcément placés au même endroit ou réagiront pas de la même façon. J'ai notamment eu un scénario où j'avais un ennemi qui était, je sais plus s'il a eu un sort ou quoi que ce soit, il lui restait un point de vie, j'arrivais pas à l'éliminer, je pouvais taper dessus, impossible. Je l'ai refait le scénario une autre fois, j'ai pas du tout eu la même chose. Donc c'est pas mal, ça veut dire qu'on peut se faire surprendre par un scénario qu'on a déjà joué, et c'est, je trouve, intéressant. L'autre chose aussi, c'est qu'on fait un scénario, si on le perd, on continue l'aventure. On ne recommence pas le scénario jusqu'à ce qu'on y arrive. En fait, l'application et la campagne vont prendre en compte ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi, et bah, ça va avoir des impacts normalement sur la suite des aventures. Je ne sais pas encore sur quel degré, mais c'est le principe du jeu. Donc ça c'est bien, c'est que vous ne prenez pas la tête sur un scénario que vous n'avez pas à passer, et vous faites en sorte de le réussir le mieux possible, ou de le rater le mieux possible, la façon la moins pire. Un truc qui est sympa aussi, c'est qu'une fois qu'on arrive à Page-Givre, on va avoir un quartier général. À Page-Givre, on pourra aller chez le forgeron, on pourra aller acheter des ingrédients. Des ingrédients, donc tout ça c'est géré par la tablette. Hein. On n'a pas de carte d'ingrédients, quoi que ce soit, c'est géré entièrement par la tablette. Même quand vous récupérez du loot, alors parfois vous récupérez des potions, ce sera une carte que vous pourrez utiliser pendant votre partie. Mais tout le reste, tout le matériel, c'est géré par la tablette, c'est stocké. Et à Page-Givre, vous pouvez le dépenser pour améliorer des armes, pour acheter de nouvelles armes, pour créer des choses, créer des potions, et ainsi de suite, en fonction des recettes que vous aurez trouvées pendant l'aventure, qui sont aussi gérées par l'application. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que ça vous fait un côté craft d'objets qui est présent, sans être pénible à gérer, ou sans avoir que ça à faire avec certaines cartes. Ça évite d'avoir des cartes d'ingrédients, ça évite plein de choses qui n'auraient pas forcément été utiles et qui ne sont pas le cœur du jeu. D'accord ? Donc ça nous permet d'avoir cet aspect-là d'évolution, d'amélioration, sans pour autant être fastidieux, c'est super rapide sur la tablette. Vous voyez rapidement quelles recettes vous avez récupérées, ou quelles armes vous avez pu récupérer, quel plan d'armes. Vous pouvez voir chez le forgeron qu'est-ce que ça nécessite, acheter des ingrédients complémentaires si certains vous manquent, s'ils sont disponibles, et puis vous faire fabriquer, améliorer vos armes, et ainsi de suite. Le truc sympa aussi, c'est que je vous ai dit qu'il y avait un reset entre les scénarios, et ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous avez réussi à créer une potion, et ben, donc les potions, ça fait partie de la famille des denrées, donc qui sont à utilisation unique quand on les utilise en scénario. Et ben, chaque type de potion que vous aurez pu construire, vous pourrez en emmener 3 par personne. Enfin, c'est 3 types différents par personne sur le. J'ai cru que j'avais une tache d'humidité au plafond, mais en fait, c'est l'ombre du câble. Donc, vous pourrez donc emmener jusqu'à 3 denrées dans une quête. Donc, par exemple, 3 potions. Différentes, mais par contre, une fois que vous avez la potion, chaque personnage peut en prendre une au départ de la quête suivante, donc c'est pas mal. Après, par contre, au niveau équipement, matériel, par exemple des capes ou des armures que vous aurez fabriquées, bah évidemment, là par contre, on a une carte, on la donnera à un personnage en début de quête. En termes de jouabilité maintenant, au niveau ressenti du jeu, le jeu, je l'ai trouvé pas cassé. Alors j'en suis que sur les débuts sur les premiers scénarios, mais j'ai pas trouvé le jeu cassé. J'ai pas eu l'impression que d'un coup je roulais sur les monstres, ou bien au contraire. J'ai l'impression que plus ça va être tendu.
Je sais que j'ai gagné les premiers scénarios, j'ai gagné à 2-3 points de vie qui me restaient. Alors maintenant je me dis que finalement c'est beaucoup. Parfois on peut terminer à moins. Bon, maintenant qu'on sait. Au départ, je savais pas qu'on pouvait avoir des blessures, c'est-à-dire tomber à 0, ça me faisait peur. Et en fait, le fait de tomber à 0, en fait, on remet nos points de vie au maximum, on récupère une carte blessure. C'est pas si dramatique, on en a moins peur. Mais voilà. Donc, mais je trouve que ça se tient bien. Il n'y a pas de sensation ni de se faire complètement écraser et que ça devienne impossible, ni de rouler sur l'ennemi. Et je trouve ça super important, dès les premiers scénarios, de ne pas avoir l'impression d'être surpuissant par rapport à un ennemi, sinon en fait on va avancer bêtement et ça va devenir pénible. Et en plus, moi j'ai toujours eu la sensation dans les scénarios de me dire ah merde, j'aurais dû faire ça comme ça pour me garantir que... on a toujours l'impression que nos choix ont vraiment de l'importance sur le résultat, c'est-à-dire que même, ça peut être même par rapport aux attaques de monstres ou aux arrivées de nouveaux monstres, parce qu'à un moment j'avais plus de monstres dans la salle, je me dis ok, je vais pouvoir m'occuper de fouiller les meubles et tout, et Phase des Ténèbres arrive, boum, 3 nouveaux monstres qui arrivent par l'entrée. Ah qu'est-ce qui se passe? Et là, j'avais mon groupe qui était séparé en deux. Un qui voulait aller ouvrir une porte, les autres qui fouillaient les armoires. Et le groupe séparé en deux, et les 3 monstres qui arrivent au milieu. J'en ai un qui a failli vraiment y passer, qui a passé un mauvais temps. Et ça, je trouve ça génial, parce que ça vous procure la même chose qu'une partie où vous aurez décidé avec vos potes de dire « Ah ok, bon, c'est par là, c'est par là ». Et là, le maître de jeu vous dit « Qu'est-ce qui tape à la porte? Attention !» Donc c'est pas mal du tout. Le jeu, les règles, quand vous faites le scénario d'introduction, qui a pas la partie crafting, qui est vraiment purement qui vous explique, ça vous prend quoi? Ça vous prend 15 minutes, je crois que j'ai expliqué le jeu à des potes qui sont venus jouer aussi, j'ai fait une partie avec mon fils, j'ai fait une partie avec des potes, et ça prend 15 minutes à expliquer les principes du jeu, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la fiche de personnage, les points de fatigue, les compétences, et c'est parti. Comment on faisait, voilà, les actions, et on part, et après on dit, bah, ok, quand on fait ça, bah, on dit à l'appli ce qu'on fait, et on suit. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. La mécanique de cartes et de fatigue là, qui est au cœur du jeu, moi je la trouve brillante, parce qu'elle est simple, elle est intéressante, elle rend le jeu intéressant en tout cas, ou la gestion de son personnage intéressant. Et en plus de ça, elle va s'étoffer au fur et à mesure des parties. C'est-à-dire que là, en fait, pour l'instant, j'avais qu'une arme. Je vous l'ai pas dit, mais chaque arme a un niveau de maîtrise supérieur. Il y a beaucoup de cartes. Un peu comme les blessures qui sont légères et graves. Vous avez des cartes qui sont à un niveau léger, enfin un niveau simple et un niveau avancé. Donc il suffit de retourner la carte, elles sont recto verso, les cartes d'armes. Donc ça veut dire que vous avez 2 armes qui peuvent aussi avoir 2 côtés différents. Et donc, vous aurez au fur et à mesure que vous allez gagner d'expérience, vous allez pouvoir récupérer des compétences. Alors, ce sont des compétences qui sont liées à votre personnage, mais qui font partie de son arbre de compétences. Et donc, ça vous donnera des choix supplémentaires au fur et à mesure des parties. Des choses supplémentaires, ça va en même temps stimuler que vous encaissez plus, parce que vous aurez plus de fatigue potentiellement. Ça va stimuler le fait que vous faites plus de choses différemment, répondre à plusieurs situations différentes, et c'est vraiment pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, vous allez avoir des cartes, avec cette notion de fatigue et les compétences qu'on a sur les cartes, vous avez certains personnages qui vont permettre de permettre aux autres personnages de se préparer, donc de pouvoir retourner gratuitement une carte quand ils voudront, de se canaliser, de soigner, ainsi de suite. Et il faudra trouver une synergie. C'est là que ça devient intéressant, en fait, c'est qu'on a une synergie à trouver pour son propre personnage, pour savoir quel est le mieux, la combinaison de compétences et de fatigue qui est le mieux à un moment donné, donc adapté à la situation donnée et qui peut changer rapidement son propre jeu, et en plus par rapport au jeu des autres, trouver ce qui va pouvoir aider au maximum l'autre, et que lui vous aide aussi, et que ça vous avantage aussi. Enfin, il y a une bonne synergie à avoir sur ces composantes-là, et je trouve ça vraiment, vraiment très sympa. Et on s'en rend compte pas forcément à la première partie. Je trouve que c'est vraiment la deuxième que ça se met en place, parce que le premier scénario est plutôt simple, et on découvre les mécaniques, et on se dit ok, ça marche. Et après, souvent on fait une deuxième lecture, on regarde les cartes, on regarde les compétences de chaque côté, et on se dit ah ouais, ce côté-là avec cette compétence-là. Par exemple, j'ai Cyrus. Cyrus, il a un phénix avec lui. C'est lui, Cyrus. Il a un phénix, et frère de phénix, c'est quoi la compétence? C'est une action unique
qu'on peut faire dans son tour, c'est qu'un ennemi en ligne de vue subit 2 blessures. Donc c'est 2 blessures, hein, c'est pas des touches, c'est-à-dire qu'on va carrément changer sur l'application le nombre de blessures qu'il va prendre quand on fait cette action-là, par point de fatigue sur ma carte, qui peut prendre maximum 3. Mais ça veut dire que si vous avez une compétence, il a une carte compétence qui lui permet de gagner de la fatigue, qui lui permet de récupérer de la fatigue, et donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser cette compétence, et que la fatigue ne va pas vous embêter, mais ça va vous permettre de préparer le phénix pour une prochaine attaque. Donc c'est un tout petit exemple, et vous avez ça, mais que ça peut être fait aussi avec d'autres personnages. Donc c'est vraiment un truc super sympa. Le truc qui est cool, c'est qu'on lance nous-mêmes les dés, on les lance pas dans l'application, on gère nous-mêmes le dé, on gère l'optimisation du dé, on recherche sur nos fiches de personnage, ok là je peux mettre de la fatigue, là je peux pas, je vais jouer avec ma propre fatigue, et je vais pas regarder l'appli du tout. L'appli je vais lui donner seulement, ok, moi j'ai fait tant de succès, voilà, dis-moi ce qui se passe. Et ça c'est très cool. Donc je vous le disais quand je parlais de l'application, c'est qu'il y a un bon équilibre entre l'application et ce qu'on a sur le terrain. On n'a pas l'impression d'être le nez sur l'écran tout le temps, on sait qu'il y a l'application, on sait qu'on va passer par elle, qu'elle est obligatoire, mais j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu de plateau et pas à un jeu vidéo. Et je pense que c'est le ressenti final. Et même si je devais chronométrer, que je passais plus de temps sur l'appli pour X raisons, en manipulation, sur le glossaire ou autre, et finalement pas vraiment, mais le plus important, c'est comme pour la température, c'est le ressenti. Et là, le ressenti, dès que je joue à un jeu de plateau. Donc le truc qui est bien aussi, c'est choisir son équipe, ses équipements à chaque début de quête, c'est quand même plutôt cool. On a vraiment l'impression d'être dans son QG, dans la ville. On peut avoir des événements dans la ville en plus, hein. On peut avoir des événements d'aventure, on peut avoir rencontré quelqu'un au retour ou pendant une quête, et on ira le revoir, on retrouve en ville, il y aura un événement qu'on pourra aller faire en ville pour le compléter. Donc vous avez comme ça aussi, vous avez au-delà des quêtes qui vont nécessiter de jouer avec les figurines et autres, vous avez des événements sur la carte qui vont se déclencher. Alors ça peut être des bons événements, des événements un peu plus pénibles, qui vont être disponibles sur la carte, qu'on pourra rencontrer. Parfois on pourra le choisir, et parfois ça, on le va subir quand on sera en chemin. Là, je vous dis, les règles sont faciles, c'est facile à apprendre, le jeu est facile à ranger, il est facile à sortir. Sur la table, il n'y a pas tant de choses que ça, et c'est très facile d'organiser. Et ça faisait facilement 1 mois que j'y avais pas joué. Ou peut-être plus. Je l'ai ressorti parce que je voulais faire cette vidéo. Et je l'ai ressorti. J'ai relancé la campagne. Alors, dans la campagne, je me rappelais de l'histoire, grosso modo, il n'y avait pas de souci. Mais déjà, vous pouvez retrouver l'historique de toute façon. Et, ok, j'ai fait des actions en ville pour m'en mettre un peu dans qu'est-ce que j'ai comme... depuis la dernière fois, est-ce que j'ai eu des équipements et autres trucs comme ça. Et oui, j'ai fabriqué des compléments, des améliorations sur mes armes. J'ai fait des armures aussi, grâce à la naine qui est forgeronne. Et alchimiste, attention, c'est important. Et je me suis lancé dedans sans relire les règles. Donc par contre, effectivement, quand j'ai repris le truc, je dis ok, la notion de la fatigue, donc toutes les notions de base, enfin les notions de fatigue, d'action et tout ça, enfin le feeling du jeu, je le connaissais. Par contre, je me suis rapidement dit, au fait, la fatigue, comment je la gagne la fatigue pour utiliser mes compétences, je sais plus comment j'utilisais, mais voilà, j'ai relu un petit passage du livre et j'ai dit ah oui non c'est bon. Et c'était parti quoi. L'action, le tour de jeu, tout est en tête, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Et ressortir un dungeon crawler à figurine. Comme ça, au bout d'un mois, clac, je joue et je prends plaisir directement, sans relire au moins faire une demi-heure de lecture de règles, préparer la partie, machin. C'est super appréciable le soir pour moi, parce que même en étant fatigué, je pourrais le faire. Donc c'est vraiment un très bon point. Donc qu'est-ce que je pourrais dire? Un dungeon crawler en français, avec des figurines vraiment superbes, avec une mécanique de jeu super agréable, avec du matos. Moi j'aime bien ça. À la limite, il y a des trucs en plastique maintenant qui existent qui sont bien. Mais c'est vraiment très cool, cette idée de décor en 3D. Je trouve vraiment excellent ce jeu. Je trouve pas de défaut pour l'instant. Est-ce qu'il y a un moment, il y aura un ventre mou comme dans les jeux vidéo, dans la campagne? Alors c'est le scénario, je pense qu'il y a de quoi avoir des idées pour faire ces scénarios qui se tiennent et qui sont intéressants. Il y a peut-être un moment où l'effet waouh de découverte ou les mécaniques, parce que là j'ai encore une mécanique avec un... Je peux pas vous le dire, ça va spoiler trop, mais... des trucs super intéressants qui sont du domaine du puzzle, comme dans des jeux vidéo. Et pas un puzzle bête et méchant, enfin c'est un puzzle sympa et intéressant dans l'histoire. Est-ce que cet effet va tomber
Et puis d'un coup, je vais me dire, ah ouais, ça ressemble à l'autre quête, là, ok, on va explorer, on va taper le méchant à la fin, hop, on part. Là, si ça arrive, ce sera dommage. Si ça arrive sur 2 épisodes, sur les 16, c'est pas très grave. Donc je trouve qu'il est vraiment... c'est un jeu qui est maîtrisé, contrairement à beaucoup de KS. Je trouve qu'il y a beaucoup de KS qui sont pas forcément maîtrisés au-delà des 3 premiers scénarios, par exemple, qui promettent beaucoup de choses, mais on sait de toute façon que les jeux seront pas carrés, et c'est pour ça aussi qu'il y a des trous dans les règles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions sur BGG. Ça arrive quand même... Enfin, je pense qu'on se rend plus assez compte, on a trop l'habitude, justement, de ces supports qui sont pas présents. Là, sur le jeu, enfin, même si je vois le forum BGG, il y a 280... Je sais pas, il y a 300 messages sur les règles, et parfois, bon, la question sur les règles, elle me paraît bizarre, parce que c'est déjà expliqué. Mais je trouve que pour un dungeon crawler, pour un truc comme ça, c'est pas tellement. Et je pense que c'est parce qu'il y a cet aspect maîtrisé chez FFG du jeu, du produit ludique. Et je vais utiliser ce terme de produit ludique parce que c'est un produit, un bon produit ludique, qui est agréable, où justement le produit disparaît au profit du jeu, où on n'est plus sur la promesse de 300 figurines et de stretch goal à pas savoir qu'en faire. Mais là, ils nous ont pondu un jeu, j'aime bien. Je suis pas encore arrivé au bout de la campagne, je sais qu'il me reste encore pas mal d'aventures, je sais que c'est plaisant, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Et je me dis, mais, wow, si le reste de la gamme, s'ils vont faire des suites, avec d'autres histoires, d'autres personnages peut-être, peut-être d'ailleurs qu'on s'arrêtera avec nos personnages à cette boîte-là et qu'on partira avec d'autres personnages sur l'autre boîte. Je pense qu'ils vont essayer de rendre stand-alone de toute façon les boîtes, parce que faire une 3 campagnes, et t'es obligé de faire les 3 avec les mêmes personnages, je ne pense pas. Mais déjà de pouvoir jouer 6 personnages, enfin 4 personnages sur 6, et changer comme on a envie, en fonction des personnes qui sont là, ou même en solo, en fonction de ses envies, c'est vraiment génial. Je trouve qu'il y a peu de jeux qui le font, qui ont ce résultat à la fin, qui ont cette légèreté dans la gestion des règles, dans la gestion du jeu, et pour laisser le plus de place au plaisir du jeu. Donc, voilà, si vraiment c'était ma conclusion, c'est ça, c'était un jeu maîtrisé, agréable, en solo, en coop, j'ai trouvé agréable aussi. Alors, est-ce que j'ai eu des retours négatifs sur ceux qu'on joue avec moi? Je crois pas. Je crois que ça fait plus de consensus que de beaucoup de KS. Et après, bah, évidemment, comme beaucoup de jeux en campagne, est-ce qu'il faut de la dispo d'autres personnes? L'intérêt ici, c'est que vous pouvez très bien dire, si vous avez 2 groupes différents, vous pouvez les jouer. On peut sauvegarder autant de parties qu'on veut sur la tablette. Moi, j'avais une partie avec mon fils, j'ai une partie avec des potes que j'ai commencé, je la terminerai peut-être pas, et puis j'ai ma partie solo. Et je peux passer de l'un à l'autre, et on peut choisir les personnages qu'on veut. C'est vraiment agréable. Donc voilà, pour moi, est-ce que c'est mon jeu de l'année? Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure sur ce jeu? Un de mes meilleurs dungeon crawler. Parce que enfin, j'arrive sur quelque chose où, et même quand on est plusieurs, on arrive sur quelque chose qui est vraiment coopératif, où on ne va pas le nez dans les règles. Voilà. C'est pas le dungeon crawler qui va vous faire simuler le maximum de choses. On n'est pas du tout sur un dungeon universaliste, on n'est pas sur plein d'autres jeux qui vous disent, ok, t'as tant d'équipements, ça pèse tel poids, tu avances une case, mais étant donné qu'il y a une fenêtre qui est ouverte, enfin, voilà. On n'est pas sur ce niveau de détail-là, et je suis pas sûr que ce soit l'important. Moi, quand je joue, j'ai pas envie d'avoir ça. Je veux pas faire une simulation de vie dans un donjon. Je veux vivre une aventure épique. Je veux avoir une aventure épique sans lire non plus des tonnes de texte, parce que le narratif dans les jeux, c'est bien, mais ça doit pas supplanter l'imagination qu'on peut avoir. Et ici, on a juste il y a la bonne quantité de texte qui vous fait l'histoire, sans en rajouter trop. La bonne partie d'imagination, ça peut être de l'environnement, des personnages, du style, avec les dialogues. À la limite, ce qui est bien, c'est ça, c'est les dialogues. Vous avez des dialogues avec les ennemis, qu'on aurait peut-être du mal à s'imaginer, autrement on parle du texte de toute façon. Et le reste, c'est à vous un peu de vous le mettre, de l'imaginer, d'imaginer le monde dans lequel on se trouve. Non, c'est vraiment top. Donc Descent, Légende des Ténèbres, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur le jeu. Si vous aimez les dungeon crawlers, je vois pas pourquoi vous passeriez à côté de celui-là, sauf si vous êtes réfractaire à avoir une application. Ça, je peux rien faire pour vous là. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.